Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires qui me permettent de faire ce merveilleux podcast. La Joie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie pour vos projets résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels. N'hésitez pas à les appeler, ils vont faire toutes vos spécifications pour les équipements de plomberie. Ainsi que Frankie, qui est un manufacturier d'éviers et de robinetterie que La Joie représente. J'aimerais aussi remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir et l'opportunité de rencontrer Francis Charon de EMD Bâtimo. Donc sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Francis, merci beaucoup d'être au podcast, bienvenue. Ça me fait plaisir. Mais merci d'avoir accepté. Je sais que tu étais un de mes patrons, j'ai eu bien du fun à travailler avec vous autres, tu étais un client, tout ça. Mais tu es aussi quelqu'un que je respecte énormément, un ami, connaissance. Mais j'apprécie beaucoup que tu viennes là. Pour moi, tu es un entrepreneur. Quand on parle d'entrepreneur dans le milieu de la construction, EMD, Bâtimo, c'est un incontournable. Là. Tout le monde vous connaît. Là. On a une bonne réputation sur le marché. Oui. Puis pour ceux qui ne vous connaissaient pas, vous avez mis une petite pancarte là, sur le 1111 Atwater. Fait que toute la ville de Montréal maintenant et le monde vous connaît à travers le monde. Oui, ça, c'est tout un chapitre en soi. On va en parler un petit peu plus tard. Yes, exact. Fait que Francis Charon, t'as quel âge? Je vais avoir 50 ans. On tourne le demi-siècle là, dans 2 semaines, une grande étape. Fait que ça va vite, hein? Ça va très vite. Me semble, encore hier, je travaillais pour vous autres dans un bureau. Même avant ça, j'étais ingénieur. Je faisais vos premiers projets. Puis aujourd'hui, vous avez combien de EMD Bâtimo? Ça donne combien de pieds carrés d'employés? C'est comme insensé, là. Bien, au niveau du nombre d'employés, on est rendu à 125 employés pour juste développeurs et le constructeur. Parce que la particularité qu'on a, c'est qu'on est développeur, on est constructeur et on est opérateur. Puis dans le contexte économique actuel, on va en parler un petit peu plus tard, c'est un atout indéniable de contrôler l'ensemble du processus d'investissement. Puis quand on regroupe nos 4400 unités de résidence pour personnes âgées, on est aux alentours de 500 employés. Wow! Wow! Félicitations! Tu te rends compte de tout ce que vous avez accompli, toi puis Marc? En fait, c'est pas la première fois que je me fais poser la question. Puis la première fois qu'on s'en est rendu compte, on a commencé dans le sous-sol chez Marc, mon partner, en 2001, à Rosemère, avec un employé qui faisait du take-off dans le garage. Fait que la bonne vieille histoire de l'entrepreneuriat québécois. Et on s'est ramassé à Londres pour gagner le meilleur projet de toutes les Amériques. Et à l'écran, on regarde, puis on est dans les 5 finalistes du plus beau projet au monde avec le 1111 Atwater. Et c'est là qu'on a pris un pas de recul. On a dit, Marc, te souviens-tu, en 2001, on est dans ton sous-sol, à pas être capable de faire un chèque de 20 000 pour une caution, puis une maudite chance qu'on a fait le chèque personnel, puis que notre client ne l'a pas déposé parce qu'il n'y avait pas de fonds. Puis aujourd'hui, on est à Londres avec le plus beau projet high-rise des Amériques et dans les 5 finalistes mondiales, qui est une première au Québec. Wow! Là, on a pris un pas de recul et on a dit, ouais, on a fait quelque chose de pas pire. Je me suis rendu compte, moi, de l'ampleur du projet. Quand de mémoire, c'est Paris. Je vais à l'aéroport de Paris. Je te dis Paris, là, mais j'ai fait une couple de pays, là, mais je pense que c'était Paris. Puis je vois 11-11 Atwater.
Là, j'étais comme, hey, moi, je suis pas à Bonneville. Fait que là, il y avait de la publicité. Il parlait de vos projets en Europe. Puis j'étais comme, oh my God! Je dis, je connais les 2 petits gars qui étaient là-dessus. C'est assez incroyable, ça. Oui, en fait, il y a 25 condos qui vont être dans les condos les plus luxueux à Montréal. Même calibre que le Four Seasons, qui est notre plus grand compétiteur. Et il y a des acheteurs internationaux. Fait qu'en ce moment, on a des acheteurs locaux, le Québec Inc. Et on a des prospects, beaucoup de prospects qui viennent de l'étranger. Ça arrive avec leur jet privé, ça atterrit, ça vient voir le bureau de vente, puis ça repart. Fait qu'on n'a pas encore de transactions fermes avec des acheteurs étrangers, mais on a beaucoup de prospects en ligne en ce moment. Wow! Hey, c'est un autre game. Hein? Quand on en repense à ça, une des premières résidences que moi j'ai été en contact, c'était l'Unique. Là. Puis le bureau des ventes qui était là, puis là, le monsieur, madame qui venait, puis il y avait un parking réservé pour venir voir l'appartement. Puis aujourd'hui, c'est des jets privés. C'est quand même assez incroyable. Ben, c'est une facette de notre expertise, mais on est vraiment beaucoup plus focus sur la démographie. On sait qu'au Québec, on a la 2e plus grande croissance démographique au monde après le Japon. Puis en ce moment, nos baby boomers, le plus jeune a 56 ans, le plus vieux a 76 ans, et c'est 2,6 millions la cohorte des baby boomers qui arrive sur 20 ans. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de personnes sur une population au Québec de 8,4 millions. Donc, notre pain et notre beurre est vraiment au niveau des personnes âgées. Et pour moi, qui a toujours baigné dans le monde des personnes âgées, ma mère, à l'âge de 14 ans, avait une résidence pour personnes retraitées à la maison. Donc, au 2e étage, nous, on restait dans le sous-sol. Au 2e étage, j'avais 6 ou 7 personnes âgées. Et là, à 14 ans, tu as 2 choix. C'est soit que tu te révoltes ou soit que tu vas chercher toutes les histoires que ces personnes âgées-là ont. Et ils ont vécu l'arrivée de l'électricité, ils ont vécu le débarquement de Normandie, Première Guerre, Deuxième Guerre. Au niveau technologique, c'est une explosion pour eux, pas à peu près, même pour nous. Et il y a plein d'histoires que ces gens-là, je me souviens de Mme Lalancette, j'allais la voir, je l'aimais beaucoup. Puis elle me dit, tu sais, Francis, là, elle dit, moi, quand j'allais voir la télévision, là, quand c'était arrivé, je me mettais toute belle. Je dis, ah oui, pourquoi? Elle dit, j'étais sûr que les gens me voyaient. Si moi, je voyais les gens, pourquoi les gens ne me voyaient pas? Puis M. Albert, qui me disait, là, la conquête là, de la Lune, là, ça, c'était un film de science-fiction, là, c'est jamais arrivé. Fait que, il y a plein de choses que ces personnes âgées-là, c'est toutes des encyclopédies, ils aiment ça jaser. Moi, j'aime jaser, j'aime écouter. Fait que je trouve qu'au Québec, quand tu voyages le moindrement, tu te rends compte que nos aînés n'ont pas les lettres de noblesse qu'ils méritent. Nos aînés, nous autres, quand ça atteint un certain âge, bon, sont tablettés, puis ils ne servent plus la société. Contrairement à plusieurs pays, que c'est des mentors qui viennent aider les jeunes à donner leur expérience et on les valorise énormément. Et ça n'arrive pas au Québec. Et c'est moi que je me suis donné une mission de vie de redonner à ces aînés-là leur lettre de noblesse et de leur donner des milieux de vie exceptionnels pour qu'ils puissent prendre une retraite à leur hauteur pour tout ce qu'ils ont fait pour notre société. Qu'il y ait de la dignité. Tu sais, c'est fou parce que j'ai un ami africain qui vient du Cameroun, Simon. Puis lui, quand il est arrivé, je l'ai rencontré à l'université, puis il venait de manger à la maison, puis Mané, il dit t'es plus avec tes parents? Fait que là, je dis, ah, ben viens, tu sais, j'ai un Mané, Fait que là, je vais faire. Là, il me dit, hey, je savais pas, tes grands-parents sont décédés. Ah, je dis, non, ils sont en résidence. Lui, il était comme, attends un peu, là. Tes grands-parents habitent pas avec tes parents. Mettons, toi, je comprends, tu bâtis ta vie, Montréal, tes parents sont en banlieue. Difficile à comprendre pour lui encore, mais il dit tes grands-parents. Puis lui, ça faisait aucun sens. Puis là, quand j'étais mais il dit, c'est tout du monde tout seul, ça.
Ils font quoi? Ils vous ont donné la vie, ils vous ont aidé. Puis il dit, c'est comme s'il n'y avait pas de dignité. Puis tu sais, il était une belle résidence, mais c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis les autres sociétés, ça fait aucun sens, là, que, tu sais, il y a un terme que j'aime jamais utiliser qui, le monde dit, j'ai placé mes parents. Non, ça, c'est vulgaire, c'est un injure. C'est comme ça enlève un énorme respect à l'individu, tout ça. Mais là, ça veut dire que toi, t'as vécu avec 10 grands-pères, 10 grands-mères tout le temps. Ben, pas tout le temps. Mettons, pendant 2 ans, de 14 ans, mettons, 13, 14, 15 ans. Après ça, je suis retourné rester chez mon père. Mes parents sont divorcés. Mais ça a été une expérience très enrichissante. Ça nous a donné à notre famille des valeurs peut-être que certaines personnes n'ont pas parce qu'on a vécu avec ces aînés-là. Pour nous, l'aîné, c'est une personne qui est hyper importante. Puis aujourd'hui, ben, quand on regarde notre raison d'être à AMD Bâtimo, de faire la différence dans la vie des gens, que ce soit nos partenaires, que ce soit nos résidents, que ce soit dans la communauté, nos employés, ben, tu sais, j'ose penser que ça vient un petit peu de l'ADN de ces aînés-là qui nous ont transmis étant jeunes. Ton parcours commence dans quelle région? Comment ça a parti ton histoire de l'école secondaire, tout ça? Comment ça allait? Ben, l'école. Ouais, l'école. Ouais. Fait que moi, j'étais un petit gars de Laval-des-Rapides. OK. Fait que coin assez tough. J'étais champion batailleur de mon école. Fait qu'on avait des batailles inter-écoles. J'étais pas l'élève modèle. J'ai redoublé ma 6e année quand mes parents se sont divorcés. Après ça, je suis rentré au secondaire à Polyjeunesse parce que je suis allé rester avec ma mère. Puis la première journée de l'école, j'ai eu une des plus grosses batailles de l'école, donc qui ne m'a pas amené nécessairement les bons amis. Fait que ça a été 2 ans assez rock'n'roll. Puis après ça, j'ai redéménagé avec mon père à Laval-des-Rapides. Je retourne au Mont-la-Salle, plus sage comme étudiant, mais pas très bon à l'école. J'ai redoublé mes mathématiques secondaire 3 jusqu'à temps que j'aille un professeur qui me dit « Tu sais, Francis, tu comprends pas, hein? Ça te tente-tu de rester après l'école, puis on va regarder ensemble parce que tu es un petit gars intelligent, puis je pense qu'il y a juste des bases que tu n'as pas eues, puis on va regarder ça ensemble. » Puis ce professeur-là c'était pas sur des heures de récupération, rien. C'était vraiment elle qui voulait me prendre en charge. Puis je l'ai pas rencontré énormément de temps, mais ça a fait comme Eureka. Bon, OK, je viens de comprendre quelque chose. J'ai redoublé mes mathématiques. Non, j'ai pas redoublé mes mathématiques secondaire 5 parce que j'ai connu à l'époque une femme adorable qui est devenue la mère de mes enfants, ma femme, que ça fait déjà 32 ans que je suis avec, Nancy. Puis elle dit, finis-les donc ton année. Fait qu'au moins, tu vas avoir vu la matière. Puis quand tu vas rentrer au cégep, mais au moins, si tu redoubles, en fait, tu vas avoir vu la matière, ça va être plus facile en cours d'été. Fait que finalement, j'ai passé avec 60, mais d'après moi, c'est de la sympathie des profs. Puis ils ont passé à la quête. Ah oui, pas à peu près. Puis après ça, mon meilleur ami à l'époque, Martin, était en technique policière parce que moi, j'avais redoublé. Il était déjà rendu au cégep. Puis j'avais aucune idée, en fait, en quoi m'en aller. Puis il dit, je regarde dehors, puis je vois du monde qui regarde dans des patentes, puis ils ont de l'air d'avoir du fun. Fait que finalement, la définition de la patente était un théodolite d'arpentage. Théodolite d'arpentage, génie civil. Génie civil, essaye de rentrer en génie civil. Au lieu de prendre mes mathématiques fort, j'avais pris un cours d'espagnol que j'avais redoublé, puis blablabla. Fait que... Tu t'étais pas donné de chance, là? Non, pas du tout. Fait que... Donc, j'ai fait une année hors deck pour faire tous mes cours préalables. Et première année au cégep, hors programme. Et après ça, je suis rentré en technique de génie civil. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que quand tu choisissais de t'en aller dans une technique, que c'était pas une obligation, et que là, tu aimais ça, tu allais mettre les énergies nécessaires pour avoir du succès. Et quand tu as du succès, tu es motivé. Donc, tu remets les énergies nécessaires. Et là, la roue est partie et elle tourne. Donc, moi, au secondaire, note pitoyable. Hors deck, note ordinaire.
Et quand je suis rentré en technique, mes notes ont toujours continué à monter. Après ça, je travaillais à temps plein, j'étudiais à temps plein, j'étais un hyperactif un peu, 7 jours semaine. Et après ça, je suis rentré à l'université en ingénierie. Mais attends, Frank, avec ce mindset-là, là, c'est de là qui est née la personne que tu es aujourd'hui. Parce que ce mindset-là, tu l'as encore aujourd'hui. Ah, ben oui, ça c'est clair. Ça, c'est l'effort égale le succès. Puis si tu mets pas d'effort, tu peux pas t'attendre d'avoir du succès. Ça, c'est clair. Mais, tu sais, dans la vie, des fois, je me dis, il y a des petites actions que les gens font qui font une différence énorme. Tu sais, ce professeur-là, puis je pense que ça vaut la peine, je sais pas si tu te souviens de son nom. Non, même pas. Mais ce professeur-là a changé, tu t'en allais là, elle a pris 2 secondes, je sais pas combien de temps avec toi, mais elle a pris du temps avec toi. Ça t'a changé ça t'a fait que ton mindset a changé, là, ça t'a permis d'avancer. C'est fou, là. C'est incroyable. Une phrase qu'elle t'a dit, tu veux-tu rester après l'école? Je pense que t'es un petit gars intelligent. Puis, tu t'en souviens aujourd'hui comme c'était hier. Fait que c'est incroyable, cette action-là, comment ça a changé ton parcours de vie. En fait, les premières personnes qui ont vraiment changé ma vie, c'est mes 2 professeurs de 6e année, ma 2e, 6e année. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais je l'ai bien pris. Parce que ce qu'ils m'ont dit textuellement, c'est toi, mon petit Christ, tu finiras jamais ton secondaire 5. Oh. Il devait mal connaître Francis Charon. Fait que ça l'a été un leitmotiv de dire « Ouais, watch me ». Puis quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai retourné à ces 2 professeurs-là une lettre qui ne m'ont jamais répondu, évidemment, avec mon diplôme en disant « Un jour, vous m'avez dit, toi, mon petit Chris, tu ne finiras jamais votre secondaire 5, mais voici, votre petit Chris est maintenant devenu ingénieur. Merci de votre... je me souviens plus que j'avais écrit. De votre support. » Donc, toute notre vie, que ce soit Marc ou moi, Marc, c'est un petit gars de Saint-Henri, pas facile non plus son parcours, on s'est fait dire qu'on ne serait pas capable. Puis ça, que ce soit Marc, que ce soit moi, tu peux pas nous dire ça. En fait, ça devient juste une motivation de montrer qu'on va réussir. On s'est fait dire par un groupe majeur que je nommerai pas aujourd'hui, moi, là, je vais attendre que vous faites faillite avec votre bâtiment. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Puis, je vais le racheter à crédit. Et vous, vous ferez faillite. Et à partir de là, on a dit « Watch me ». Et là, plusieurs années plus tard, il est venu nous voir. Il a eu l'humilité de revenir nous voir et de dire « Je vous ai sous-estimé. Aujourd'hui, vous êtes mon plus grand compétiteur. Et félicitations pour votre parcours. Il n'y a pas grand monde qui réussisse où ce que vous avez réussi. Et vous avez mon admiration. » Quelle humilité, là. Ouais. Moi, je sais c'est qui, là. Ouais, fait que, mais quelle humilité, là. Quand même, tu sais, un moment donné, dans la vie, tu as le droit de te tromper, de dire des choses que des fois, tu te trompes. Puis, on est humain. Dans la situation que tu étais là, peut-être que l'individu, je suis pas pour les propos que les professeurs t'ont dit. Ça, pour moi, ça fait pas de sens puis ça fera jamais de sens. Mais cet individu-là soit venu voir pour dire « Hey, les gars, très hâte ce que vous avez fait, puis je m'excuse de ce que je vous ai dit. » Ça prend tout son sens. Ouais. Puis on était très, très contents, très surpris. Puis, il ne faut pas se tromper. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Tu sais, aujourd'hui, comme je disais, après le cégep, il n'y avait pas trop de perspectives d'emploi. Puis, moi, j'allais à l'école à temps plein, puis j'étudiais à temps plein. Donc, pas vraiment de problème d'argent. J'étais autosuffisant. Donc, j'ai continué à l'université. Puis, à l'université, mes notes ont continué à monter. Jusqu'à temps que je sois en maîtrise à temps plein, que je travaille à temps plein, puis je travaillais chez Club Price à l'époque, Costco maintenant, pour l'Est du Canada. Et je voyageais, travaillais fort, beaucoup d'heures, étudiais à temps plein, acheter notre première maison,
puis avoir mon premier enfant. Puis là, j'ai dit, ben, tu t'en vas où, là? À un moment donné, t'as bien beau être craqué, là, mais faut que tu te calmes. Fait que là, j'ai laissé la maîtrise. Mais fini la maîtrise avec un A en faisant tout ça. Fait que plus que tu es motivé par qu'est-ce que dans le domaine que tu es, et plus tu vas mettre les efforts nécessaires pour arriver à tes fins. Et il ne faut pas se tromper, là. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Loin de là. Je me souviens très bien que à l'époque, les avocats sortaient avec des salaires assez décents. Pas assez décents, mais assez normal. Puis, j'ai le plombier dans le même ascenseur et je vois le jeune qui vient de sortir en droit puis qui regarde le plombier de haut en bas puis condescendant. Puis moi, je connais le salaire des deux personnes. Puis je dis, il fait le double que tu peux faire, le jeune. Là. Fait que mon père a été mécanicien automobile, a adoré son travail toute sa vie. Ma mère était infirmière auxiliaire, a adoré son travail toute sa vie. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a un métier pour chacune des personnes. Puis le domaine de la construction, présentement, on est en pénurie de main-d'œuvre incroyable. Puis on regarde l'âge moyen des travailleurs. Puis il y a des perspectives d'emploi extraordinaires avec des salaires tout à fait extraordinaires. On travaille fort. Fait que si la personne n'est pas bonne à l'école, puis c'est pas ça qui l'allume, puis même si la personne est bonne à l'école, tu t'en vas électricien, plombier, maçon, peu importe. Puis il y en a qui, eux, la médecine les attire, les avocats, peu importe, ingénieurs. Mais chose certaine, si on choisit notre métier pour les bonnes raisons et non pas les raisons pécuniaires, mais on va mettre toute l'énergie nécessaire pour accomplir notre boulot. Et c'est là que moi, j'ai l'avantage de dire que moi, je travaille pas. Je m'amuse. Pour moi, c'est une passion. Puis je me sens comme un artiste. Je trouve un terrain qu'il n'y a rien dessus, que le monde n'a pas pensé, puis ainsi de suite. Avec notre équipe interne, on modélise un projet, on modélise les chiffres, on fait de l'implantation, c'est quoi le besoin du client. Après ça, on prend des architectes, des professionnels externes, puis on donne un milieu de vie incroyable qui va être là pour les 50 prochaines années minimum. Fait que j'ai ce plaisir-là de performer où ce que certaines personnes n'ont pas réussi. Et ça, c'est ma fierté encore aujourd'hui, comme avoir envoyé mon diplôme d'ingénieur à mes professeurs de 6e année. Mais ça doit être super gratifiant. Tu sais, tantôt, tu parlais que vous contrôliez tout le processus d'acquisition jusqu'à l'opération. Mais tu sais, ta première bâtisse, c'est sûr que tu t'en souviens, là. Ah, ben ouais. Ta première bâtisse que tu as acheté un terrain, que tu as construit, puis que vous avez opéré, il me semble que c'est l'unique. C'est l'unique. Ouais. Ça a dû déclencher quelque chose en dedans, de dire, hey, on savait qu'on était capable d'en faire, mais là, c'est là. En fait, c'est pas vrai. L'unique est la première bâtisse qu'on a réussi. C'est le stage au piano qu'on a perdu parce qu'on avait mal fait nos choses. Fait qu'on a fait un arrangement avec les créanciers pour redonner la propriété. Fait que ça a été nos débuts. Fait qu'on n'a pas commencé de la façon facile. Puis quand tu as un partenaire qu'on avait choisi rapidement parce qu'on était au bord de la faillite, puis il est arrivé, donner les sous nécessaires, puis à un moment donné, il dit, moi, je ne mets plus d'injection de fonds. Puis il dit, les boys, je vais vous expliquer mon plan. Encore une fois, il dit, je vais arrêter de mettre des sous. Vous avez des capacités financières limitées. Quand vous ne serez plus capable, je vais récupérer la propriété de la banque et c'est là que je vais faire mon argent. Fait que ça avait le mérite d'être clair, mais Marc et moi, on s'est relevé les manches. On s'est fait dire qu'on ne serait pas capable. Fait que ça, tu ne peux pas nous dire ça. Fait qu'on a commencé et on a livré. On a perdu la propriété, mais on n'a jamais fait faillite. Puis l'autre projet dans lequel il était impliqué, qui est le Nobilis, il dit, Francis, aujourd'hui, tu trouves que je te demande vraiment un gros montant pour que tu me rachètes puis avoir la tranquillité d'esprit. Mais un jour, tu vas me remercier parce que tu vas réussir dans la vie, je suis convaincu. Puis cette propriété-là, tu vas avoir fait des sous avec. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Et c'est là qu'on a trouvé les bons partenaires. À l'époque, c'était FTQ.
la division immobilière. Et eux nous ont dit, tu ne peux pas faire tes études à l'interne. Va faire tes études avec un Altus de ce monde, un CBRE de ce monde, avec des professionnels qui connaissent le métier et qui vont te donner une perspective externe. Et là, on a appris à la dure. Moi, je pense que l'école de la vie, ça bat n'importe quel Harvard de ce monde, mais ça a forgé les entrepreneurs que Marc et moi sommes aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on est dans une conjoncture économique vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis ceux qui ne savent pas que c'est difficile, ils vont le savoir dans une couple de mois. Parce que... c'est clair. Tu sais, on prend juste avec l'inflation qui est à 5,7 % au Québec. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu une inflation aussi élevée. Avec le coût de construction qui a littéralement explosé de 25 % en un an, quand la moyenne habituelle est de 3-4 %. Quand on parle de la chaîne d'approvisionnement qui est complètement qui est brisée. Et il y a Benjamin Tal, qui est l'économiste en chef de la CIBC, qui disait, juste pour vous imaginer c'est quoi le bris de la chaîne d'approvisionnement, c'est comme si on mettrait dans le marché américain 38 millions de nouveaux consommateurs qui consomment de la moyenne des 10 dernières années du jour au lendemain. Fait que enlève la COVID, enlève tout, il n'y a pas une chaîne d'approvisionnement qui est capable de supporter cette croissance-là. Pourquoi? Parce que dans notre budget, on a le budget bien, puis on a le budget service. Puis le service, durant la COVID, voyage, restaurant et tout, a descendu de façon drastique. Donc, notre budget au niveau des biens a augmenté de la même portion. Puis après ça, les gouvernements, pour supporter l'économie, ont injecté des sommes importantes qui fait en sorte que le budget des individus, des familles, a augmenté de façon substantielle. Donc, se sont mis à dépenser 4 fois plus que l'habitude. Et c'est ça qui a fait en sorte que la chaîne d'approvisionnement a brisé. Mais aujourd'hui, on va en subir les conséquences facilement jusqu'en 2023, fin 2023, 2024. Donc, encore une fois, l'augmentation des matières premières due à l'invasion de la Russie en Ukraine. Fait que ça ne fait que monter. Donc, les proformas économiques... Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Et là, l'avantage que nous, on a par rapport à la compétition, c'est on est parti du sous-sol chez Marc avec des crises de liquidité, des crises de croissance rapide, des crises opérationnelles, des underdogs de ce monde qui fait en sorte qu'on est des battants aujourd'hui. Et durant toutes ces années-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré notre entreprise au niveau vertical, donc développeur, constructeur et opérateur. Et tu me connais depuis longtemps, je suis un petit peu data freak. Fait que nous, chacun des métriques du projet est analysé, est optimisé. Fait que là, on regarde l'ensemble du processus d'investissement et on optimise chacune des facettes. Fait que oui, le coût de construction a augmenté de 25 %. Mais si nous, notre point de référence est un 5-10 % moins cher que notre compétition, bien ça va nous permettre de passer la tempête au niveau construction. Puis après ça, nous, on a des analyses de sensibilité incroyables avec notre équipe d'employés formidables qu'on a chez MD Bâtiments. Fait qu'on analyse chacun des métriques. Qu'est-ce qui se passe si le coût de construction augmente de 15-20 %, 10 %, peu importe, de combien il faut augmenter les loyers? OK, donc il faut augmenter les loyers de 5 %. À 5 %, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Si il faut augmenter les loyers de 20 %, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc là, on laisse passer le projet. Donc, notre capacité, notre agilité à vraiment optimiser l'ensemble du processus d'investissement va nous permettre de passer à travers la tempête. Puis évidemment, les liquidités qu'on a récupérées au fil des années, les partenariats qu'on a développés. Fait que je pense que ça va être un marché d'opportunités. Mais la dernière crise vraiment immobilière, à part la crise de liquidité qui n'a pas vraiment touché la construction, moi, je suis encore à l'école. Puis je vais avoir 50 ans. Fait que là, on va vraiment avoir une bonne crise immobilière qui va permettre d'avoir des opportunités. Winston Churchill, qui dit ne jamais gaspiller une bonne crise. Je pense que ça, on va appliquer ça royalement. Mais malheureusement, si tu n'es pas intégré verticalement, si tu n'es pas des partenariats solides, si tu n'as pas la liquidité, bien, il va falloir que tu trouves des joueurs
pour t'entourer qui vont te permettre de passer à travers la tempête, ça, c'est clair. Mais ça doit être hyper rassurant pour les investisseurs immobiliers de voir que vous contrôlez tout le processus. Parce qu'il y a peu de gens qui font ça. Là. On n'est pas beaucoup au Québec à contrôler l'ensemble du processus. Puis nous, on développe en moyenne 2000 unités par année. Fait qu'on a vraiment une bonne banque de référence sur combien ça a coûté par pied carré, par corps de métier, par pourcentage. Ouais, les stats, là, je me souviens quand vous sortez les tableaux Excel de stats, tu regardes pourquoi tel projet ça coûtait ça. Puis là, quand on construisait le 3,5, puis là, il coûtait ça, pourquoi là, il coûte? Puis, mais ça, là, ce travail-là, tu sais, tantôt on parlait de le travail amène le succès. Ben c'est un peu ça. Tu sais, si tu construis pour construire sans te poser trop de questions, mais tu sais, je me souviens les meetings qu'on avait, là, Francis, tu sais, un moment donné, on ouvrait les plans, puis là, OK, comment qu'on fait pour optimiser, pour être tout. Puis tout ce travail-là que souvent les gens voient le bâtiment là, à la fin de la journée, là, où ils voient le succès. Ah, OK. Tu sais, mais tout, tu sais, souvent, je trouve des entrepreneurs, tu sais, puis on cherche pas nécessairement le mérite, tu sais, mais les gens, on en parlait un peu avant, qu'il y en a beaucoup qui partent, qui ont « Ah ouais, je suis parti, c'est facile d'être entrepreneur, c'est facile d'être gestionnaire immobilier. » Moi, j'ai eu mon petit parc, là, très humblement, un petit parc immobilier, puis c'est du stock à gérer, là. Puis, tu sais, j'ai bien investi. Tu sais, il y a un conseil que tu m'as donné qui m'a permis d'avoir la liberté financière que j'ai aujourd'hui, tu me dis, tu sais, Bruno, faut que tu achètes. Ta principale économie, là, c'est au début. Ton profit est sur l'achat. Exact. Ouais, c'est exactement ces mots-là. Excuse-moi, j'avais pas les mots exacts, mais le profit est sur l'achat. Puis là, j'étais comme, ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, je peux te le dire, j'ai vendu une grosse partie de mon parc immobilier avec le boom qui s'est passé là. C'est le plus beau conseil que j'ai reçu de ma vie parce que ça m'a permis, mais tu sais, je regarde les joueurs aujourd'hui, là, parce que on va en parler un peu, mais la course au terrain, tu sais, parce que comme développeur, constructeur, opérateur, ça commence avec le point A qui est un terrain. Mais tu sais, le terrain, il faut l'acheter. Là. Ouais. Parce que pour que les gens, peut-être, la majorité, peut-être le savent, mais tu achètes le terrain, mais là, il n'y a pas une bâtisse qui se met dessus. Il y a des plans permis, des plans de construction, les soumissions, trouver des investisseurs, louer. Un processus pour nous de 36 à 48 mois entre le début de la construction puis la stabilisation. Puis si tu n'as pas les reins solides pour suivre ce processus-là, puis le jour que tu arrêtes de t'améliorer, c'est là que c'est le début de ta perte. Parce que le jour que tu arrêtes d'avancer, les autres continuent à avancer, donc toi, tu recules. Fait que la notion d'optimisation, c'est quelque chose qui est omniprésent chez MD Bâtimo. Puis c'est quelque chose qu'on focus depuis des années. Tu étais là plusieurs années, puis on focusait déjà là. Aujourd'hui, ça va être très payant parce que des marges de manœuvre qu'on avait dans les 10, 15, 20 dernières années, des taux de capitalisation qui compressent, des taux d'intérêt qui baissent, des loyers qui augmentent. Il y avait toujours un break dans un investissement qui permettait de combler l'erreur que tu avais faite. Mais des breaks pour les prochaines années, il n'y en aura plus. Fait que tu as l'industriel qui va super bien, mais encore une fois, l'industriel fait face à l'augmentation des matériaux, l'augmentation des coûts de construction, l'augmentation des terrains. Puis l'autre composante qui fonctionne super bien, c'est le multirésidentiel. Mais quand on parle du bureau, quand on parle des centres d'achat, c'est pas des assets que tu veux aller nécessairement naturellement. Puis si on revient à l'opportunité, ce que Winston Churchill nous disait à l'époque, c'est que si on regarde malheureusement nos jeunes professionnels qui, en moyenne, récupéraient leur mise de fonds à l'intérieur de 5 ans, aujourd'hui, durant pré-COVID, post-COVID, avec le boom immobilier, dans la grande région de Montréal, c'est 38 % d'augmentation pour acheter moyen, pour acheter une maison. Un chalet, ça l'a doublé dans certains secteurs et tout.
Donc, pour les jeunes professionnels ou les jeunes personnes qui veulent s'acheter une maison, mais c'est plus 5 ans. C'est entre 13 et 15 ans pour t'acheter un bien, ta première maison, ta première achat. Donc, ça, ils vont être locataires durant cette période-là. On vient de parler de la croissance du baby boomer. Bien, eux autres, ils disposent de leurs actifs pour récupérer la liquidité et la dépenser. Ça, c'est leurs habitudes de consommation. Donc, ils vont aller locataires. On regarde la pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement. La seule façon de combler une pénurie de main-d'œuvre, c'est par l'immigration. Bien, les immigrants, quand ils arrivent, c'est encore des locataires. Fait qu'au niveau de la demande va être énorme durant les prochaines années. La liquidité dans le marché, elle est omniprésente et, selon moi, elle va le demeurer. Et quand on arrive à l'offre, mais c'est là que ça ne marche plus. Puis, en ce moment, on a eu plusieurs congrès immobiliers récemment. Et quand on parle à nos compétiteurs, quand on parle aux fournisseurs, aux sous-traitants, à tout le monde, mais en ce moment, le monde est en train d'essayer d'optimiser leur projet pour que ça fonctionne au niveau mathématique, au niveau rentabilité. Et là, c'est ça. Puis il n'y a pas de nouveaux projets, mais là, on travaille fort pour les faire arriver. Certains vont réussir, pour toutes les raisons qu'on a parlé tantôt. Certains ne vont pas réussir. Et moi, je pense qu'on va atteindre un mur 6 mois, maximum 1 an, que là, il va y avoir un choc, une constatation que je ne suis pas capable de partir mon projet, je fais quoi? Puis à partir de là, mais là, sous-traitants, fournisseurs vont faire « Oh, moi j'avais un carnet de commandes de temps et là, ça tombe du jour au lendemain à moins. » Fait que là, ça va ramener peut-être un équilibre. Peut-être. Mais là, la guerre en Ukraine, ça augmente le coût des matières premières. Puis le coût des matières premières, on le voyait encore ce matin à 2 et 3 le litre. Mais c'est pas juste à la pompe que la problématique, puis pour le consommateur normal, c'est que là, tous tes coûts de transport, tous tes coûts de matériaux, tes membranes de toiture, c'est fait avec du pétrole. Et là, le pétrole est omniprésent partout. Donc, il va y avoir encore des augmentations sur les matériaux. Et là, ça va arrêter où? À un moment donné, là, tu as une élasticité que l'élastique va péter, en bon québécois. Et je pense qu'il va y avoir une correction sur les loyers. Mais la correction ne sera pas du jour au lendemain. Il va se faire sur 3 ans, sur 4 ans, je ne sais pas. Mais il va se faire graduellement. Donc, durant cette période-là, je pense que l'immobilier au niveau multirésidentiel va être très, très, très difficile. Bien, on peut voir ça de 2 façons. Ça va être difficile, mais pour des groupes comme MD Bâtimo, te connaissant puis connaissant Marc, vous autres, vous voyez ça, oui, c'est tough, mais vous allez quand même, ça va être quand même, il va y avoir des opportunités, des nouvelles opportunités qui n'étaient peut-être pas sur le marché aujourd'hui, qui étaient une compétition qui va devenir peut-être un partner. Ouais. Ça va être assez intéressant de voir. À chaque fois qu'il y a une crise économique, moi je dis qu'il y a un scrimmage qui se fait, là, un ménage qui se fait, qui sépare un peu les enfants des vrais joueurs, de voir les plus petits joueurs. Puis je pense que ça va permettre aux gens de prendre conscience que c'était pas... On avait l'opportunité, c'était peut-être trop facile. Tout était disponible. Des fois, je vois des projets monter, puis je me dis, my God, comment ils font pour. Puis là, je vois, là, des fois, là, ils commencent la bâtisse, puis ça prend des petites bâtisses, là, pas des 400 puis des 300 logements, mais des petites bâtisses, puis là, ça prend 8-9 mois. Puis là, je dis, my God, comment ils font pour supporter ça? Moi, je le sais consciemment avec les chiffres, combien de temps ça prend pour cruncher tout ça. Hey, un casse-tête. Puis on dirait, parce que les taux d'intérêt sont bas, les gars, ils gèrent ça, puis c'est pas des gestionnaires, c'est pas des gars, des groupes bien organisés, puis ces opportunités-là vont venir, là. C'est assez incroyable. Mais moi, j'aimerais ça qu'on en retourne au Costco, au Club Price, parce que, cette histoire-là, c'est quand même cool, parce que t'étais dans le garage à installer des pneus, puis
avec ta tête, je ne veux pas ça dire tête de cochon, mais ta tête dure, toi, ben, je te laisse la raconter, là, comment ça s'est passé. Ben, c'est sûr que moi, Club Price a été un joueur important dans ma vie à l'époque qui est devenu Costco parce qu'on était super bien payés. On avait moi, j'avais beaucoup de latitude sur les horaires. Mon boss m'aimait bien. Puis, je posais des pneus, changement d'huile, on travaillait fort, on avait une belle équipe. Puis moi, ça me permettait de travailler vraiment beaucoup d'heures et d'aller à l'école, donc combler mon besoin financier. Puis à un moment donné, ils ont vu mes talents de vendeur. Fait que là, ils m'ont mis au comptoir avec « Tu seras pas capable de battre le record de... » Puis là, tu peux pas me dire ça. Donc, côté vente, j'ai eu beaucoup de plaisir à battre les records de vente de plusieurs projets. Puis mon stage 2, j'essayais de faire mon stage au département de construction. Puis j'ai une tête de cochon, effectivement. Fait que j'étais allé voir le VP immobilier, qui était Roger Plamondon aujourd'hui, qui est président groupe immobilier Procolini, qui a toujours été mon mentor, puis il m'a ouvert des portes incroyables. Mais j'étais allé en haut au bureau, parce que le bureau chef était au 2e étage de l'entrepôt de Laval. Et j'ai été minimum 10-12 fois. Là. Les adjointes ils me voyaient arriver, puis ils baissaient les yeux en disant « Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? » Jusqu'à temps que je puisse avoir l'opportunité de m'asseoir avec Roger pendant 15 minutes. Et ces 15 minutes-là a changé ma vie parce que il m'a pris comme stagiaire, il m'a ouvert plein de portes. Après ça, il m'a engagé pour être gérant de projet pour l'Aide du Canada. Puis après ça, c'était gère la crise du verglas, mon homme. Fait que je couchais au bureau, je sais pas combien de jours j'ai couché au bureau. Puis après ça, je me réveillais le matin, je donnais les rapports, puis on faisait des plans d'action parce qu'il y a des bâtiments qui tombaient. Fait que il m'a donné ma chance. J'ai donné un bon rendu. Je pense que j'étais un employé dévoué, passionné. Puis lui, il a carburé là-dessus, puis il m'a aligné sur le bon chemin. Puis aujourd'hui, je lui en suis très reconnaissant. Tu as travaillé là combien de temps? 12 ans, je pense. Non, 12 ans. Ouais, puis tu t'es promené... Ben, de Windsor en Ontario, à aller à Halifax, à Saint John's, Newfoundland, partout au Québec, partir de Chicoutimi, aller aux entrepôts à Saint-Hubert et un peu partout. Puis ça m'a permis aussi, de voir la différence au niveau des entrepreneurs selon les régions, la région de Toronto, la région de Montréal, parce que moi, j'avais sensiblement toujours les mêmes types de projets, mais approchés de la façon différente par certains entrepreneurs. Puis, à l'époque, mon directeur construction, Gilles Guillemette, pour ne pas le nommer, lui est architecte, son père est architecte, son grand-père est architecte. Puis un jour, il m'a dit, tu sais, Francis, c'est un petit whiz. Moi, je suis rendu à l'étape dans ma carrière de transférer mon savoir. Fait que toi, fais l'éponge. Fait que lui, il a pris beaucoup de temps avec moi pour m'expliquer que il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Je vais t'envoyer présenter ça devant les directeurs des entrepôts. Puis tu peux être sûr qu'il y en a un qui va te poser une question out of the blue pour que tu paraisses pas bien puis que lui, il paraisse intelligent. Et si tu réponds, non, on ne peut pas faire ça pour telle raison, mais que tu y as pensé, c'est toi qui vas paraître intelligent. Mais si tu ne sais pas la réponse, donc, dans n'importe quoi, analyse vraiment toutes les options et après ça, prends les meilleures options pour les critères que tu as à ce moment-là. Parce que des fois, c'est toujours facile de dire on aurait dû repêcher Mike Bossy au lieu, je pense que c'était Doug Wickenheiser. Après, c'est facile. Là. Ouais, mais quand tu es dedans, tu te dis, OK, j'ai pris la décision pour telle raison. Fait que prends les meilleures décisions au meilleur de tes connaissances au moment que tu prends la décision. Ça a été des conseils que je mets encore en place aujourd'hui. Là. Puis Marc, il arrive quand dans ton histoire? Parce que là, tu étais dans le Costco, tout quand même assez confortable au Costco. Tu avais une belle job, promenais des défis intéressants. Marc est arrivé avant même que je sois au département de construction. Je changeais des pneus quand Marc est arrivé dans ma vie parce que ma femme Nancy puis la femme à Marc, Nathalie, c'est des amis de secondaire. Okay.
Et ils se sont connus de mémoire Bourbon Street dans les Laurentides. Et Nathalie est embarquée avec nous pour sortir au bar dans notre jeunesse à nos 17 ans. Et là, elle a rencontré Marc. Et c'est la seule fois qu'on a été capable de ramener Nathalie avec nous. Donc, après ça, Marc a eu le dessus. Et c'est là que la relation entre Nathalie et Marc a débuté. Puis nous, on était des bons amis. Marc était plombier à l'époque. Et plombier, il ne pouvait pas concevoir de gagner le même salaire après 20 ans d'expérience que le nouveau plombier qui vient de finir ses classes d'apprentis. Donc, il a été suivre ses cours de charpentier-menuisier. De charpentier-menuisier, il est allé faire sa licence d'entrepreneur général. De sa licence d'entrepreneur général, a commencé à faire du unifamilial. Et du temps que j'étais chez Club Price au département de construction, bien là, j'ai dit, ça te tente-tu de commencer à faire du commercial? Bien, il dit, ben oui, Marc, il n'y a pas un défi qui est à hauteur de son talent. Fait que, il a dit, ben oui, puis là, on travaillait de nuit, puis j'étais dur avec lui. Moi, je faisais baisser le prix. Ma job, l'amitié, c'est l'amitié, puis ma job, c'est ma job. Fait que, on avait un bon prix, il nous donnait le service que j'avais besoin. Puis un jour, il est venu me voir, puis il dit, tu sais, Francis, il dit, t'es un gars, t'es un ingénieur, t'es un développeur, t'es un gars de chiffre, t'es un gars de back-office. Moi, je suis un gars de chantier. Moi, je suis un gars que j'aime ça avoir mes bottes, j'aime ça gérer le chantier. Fait que pourquoi qu'on ne fait pas une association, puis que toi, tu gères tout le bureau, tu gères le développement et tout, puis moi, je gère le chantier. Fait qu'à l'époque, j'avais mon architecte, qui était mon directeur, qui me donnait beaucoup, beaucoup de savoir. Puis le savoir, ça ne s'achète pas. L'expérience, ça ne s'achète pas. Fait que j'ai dit, je ne suis pas prête. Je suis très ouvert, mais je ne suis pas prêt à faire encore le move. Et je pense que c'est 8 mois après, le siège social, en fait, c'est un siège régional, a fermé pour aller à Seattle, à Ottawa, en fait. Le siège social a été à Seattle, Washington. Et là, moi, j'ai dit, je suis trop un gars de famille, donc je n'irai pas déménager ma famille à Ottawa. Puis vu que ça faisait longtemps que je travaillais chez Club Price, mais j'ai eu une prime de départ, 42 000 à l'époque, et je l'ai investi dans l'entreprise, et aujourd'hui, ça a été un très, très bon placement. Oui, ton meilleur placement à vie. Hein, Mon meilleur placement à vie, ça, c'est clair. Puis, mais là, c'est beau, tu sais, cette histoire-là, tout le monde, ah, hey, c'est cool, mais là, puis là, à l'époque, là, puis, tu sais, vous étiez 2 kids, pas ça, OK, tu sais, je l'ai faite, là, c'est beau, on le part. Ça part comment, votre affaire? Ben, ça a parti que j'ai engagé David, qui est encore avec nous autres, qui est notre directeur de l'estimation, avant même de moi arriver officiellement dans l'entreprise. Fait que je le gérais à distance de chez Club Price. Et on a grandi l'entreprise, puis on avait fait notre plan d'affaires sur 5 ans. Puis quand on a présenté ça aux banques, à la caution et tout, il dit, tu sais, Francis, t'es un rêveur. Il dit, c'est bon, mais c'est pas tout le temps bon. Les chiffres que tu me présentes, ça peut pas arriver. Donc, encore une fois, on se fait dire qu'on sera pas capable. Watch me. Et on est parti de là et on a livré, je pense, c'est 5 fois les chiffres qu'on avait mis sur papier. On a eu une croissance soutenue de 10 000 % en 10 ans, donc une croissance annuelle de 1 000 % moyen, avec tout ce que ça comporte. Ça, en entrevue par après, ça paraît super bien, mais quand tu es dedans, de la croissance, le problème de liquidité, le problème qu'on ne connaissait pas le produit qu'on développait, donc quand on a fait le stage au piano, on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait. Là. On avait une idée, on était des bons constructeurs, mais on n'était pas des développeurs immobiliers. Donc, on a appris vraiment à la dure, mais comme je disais tantôt, l'école de la vie, c'est une école qui est très, très, très payante parce qu'elle est dure, mais qu'est-ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Fait qu'on est sorti de là grandi, puis aujourd'hui, ce qu'on a appris à l'époque, on le met encore en pratique, et c'est peut-être pour ça que je suis peut-être extrême dans toute l'analyse de chacun des métriques d'un projet pour savoir on a-tu bon positionnement. On fait des sondages auprès de nos aînés pour être sûr que c'est pas ce que nous, on aime, c'est ce qu'eux aiment. Parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui vont louer l'appartement.
je pose souvent la question, dans le 11-11 Atwater, qu'on a reconverti en pleine COVID parce qu'on avait une résidence pour personnes retraitées, puis il y avait l'exode du centre-ville. Les résidences personnes retraitées ont été impactées de façon magistrale durant la COVID. Fait que là, on a dit le risque est beaucoup trop élevé, donc on va changer la programmation. On a changé la programmation en cours de projet qui a été l'enfer sur Terre. Mais on y est arrivé, on y arrive, on va livrer nos premières unités le 1er octobre prochain. Mais de voir toute ce métrique-là, est-ce que les personnes âgées vont louer les étages supérieurs? Tu es au centre-ville avec une vue extraordinaire ou vont louer les étages inférieurs? Fait que moi, ce que les personnes pensent, c'est pas ça qui m'importe. C'est ce qui se passe dans la vraie vie et de le benchmarker qui va nous permettre de dire, bien, dans Québec, les personnes vont louer les étages inférieurs parce qu'il n'y a jamais eu de bâtiment en hauteur de leur temps. Mais à Montréal, vont louer plus les étages en hauteur. Si on parle d'un baby boomer, lui, il n'y aura pas de trouble à aller chercher les belles vues en hauteur. Mais la génération silencieuse qui précède le baby boomer vont prendre des étages supérieurs, inférieurs, je veux dire, proches de l'ascenseur. Fait que c'est pas l'important de savoir ce qu'on pense. C'est vraiment d'avoir les bons chiffres, le big data que j'appelle. Et après ça, c'est pas une recette miracle. De ces chiffres-là, c'est quoi les conclusions qu'on en fait et c'est quoi le plan stratégique qui en découle? Tu sais, tu dis que tu es un freak du data, là. C'est vrai que, je me souviens, là, j'ai crunché les data, les gars. on avait notre meeting, je crunché les data, les gars. Ça sera plus tant de 4,5, il faut faire des 3,5. Hey, tu me laisses aller me chercher un café. Les plans sont... Les gars, c'est pas ça. Regardez les... Puis tu sais, t'avais raison, là. Tu sais, l'idée là-dedans, mais tu sais, t'as crunché du data, il y a une raison pourquoi tu fais ça. C'est probablement hyper rassurant, là. Hey, c'est tes sous à toi, là, qui sont là. T'investis. L'autre chose, la vie, là, on aimerait tout que, tu sais, si la vie était stable, puis toute la population était stable, là, tout le monde prendrait des t-shirts noirs, là, tout le temps, puis le bleu puis le rouge, là, ça se vend pas, là. Ben, hey, ça serait facile, on fait tous des noirs, là, mais la vie évolue, tu sais, la société, les individus, puis tu sais, l'individu, là, va, tu sais, on l'a vu, là, avec la COVID, a été influencé par plein de facteurs. Là, on a eu un facteur. Hey, on n'a jamais eu autant de temps dans notre vie, puis on n'a jamais autant capoté, puis de dépression. Puis pourtant, les gens étaient plus de liberté chez eux, avoir du temps chez eux pour se reposer, tout ça. J'ai jamais vu autant de gens fatigués. Non, mais ça, on vient encore à nos aînés. La raison première pourquoi ils viennent vivre en résidence, c'est pour briser le problème d'isolement. Au Québec, on a un problème avec nos aînés. L'isolement fait partie de leur vie et c'est très néfaste au niveau psychologique. Donc, ils vont déménager dans nos résidences pour la sécurité et le milieu de vie. Donc, créer les rapprochements. On fait des espaces communs qui sont incroyables pour briser cet isolement-là. En début de pandémie, personnellement, je me mets toujours, est-ce que je serais capable de faire mieux qu'un autre gestionnaire? Puis dans le cas de M. Legault et de l'équipe, jamais j'aurais voulu prendre sa place. Il n'y avait pas de recette gagnante. C'est partout ce que tu allais, tu construisais l'avion en plein vol et ce que tu as pris comme décision aujourd'hui, il puvrait demain. Puis c'était vraiment quelque chose, une crise sans précédent à gérer. Mais au début, quand il y avait beaucoup de mortalité dans les soins de longue durée, il a mélangé dans le discours public les résidences pour personnes retraitées autonomes. Ouais, donc, puis on s'entend que les aînés, c'était la meilleure audience. C'était devant la télé du matin au soir. LCN, LCN, pour savoir qu'est-ce qui était pire que pire que pire que pire. Donc, pour nos aînés, si tu voulais être sûr de mourir, déménage dans une résidence pour personnes retraitées autonomes. Donc, ça a enlevé tout le côté sécurité, puis le côté milieu de vie. Pour briser la pandémie, à un certain moment donné, on dit, vous confinez dans vos appartements. Fait que vous ne voyez plus vos enfants, vous ne voyez plus vos petits-enfants.
Et là, moi, j'ai des personnes âgées qui disaient « J'aime mieux mourir que de ne pas voir mes petits-enfants. » Et là, ça a créé une détresse psychologique. Et ça, c'est juste nos aînés. Et après ça, on prend nos travailleurs. Nous, rapidement, on a dit à tous nos travailleurs, notre raison d'être est de faire la différence dans la vie des gens. Donc, nos employés font partie de cette catégorie-là. On va sortir, marquez-moi. On va faire des meetings à tous les semaines pour dire, voici ce qui se passe, voici combien il y a de personnes qui ont la COVID chez nous. Et on a garanti les salaires à tous nos employés. Le jour. Attends. Tout ton staff t'a garanti les salaires, les emplois des gens? Oui. Oui, parce que notre raison d'être, c'est de faire la différence dans la vie des gens. Non. Fait qu'à un moment donné, il faut vraiment que tu ailles le walk the talk. OK, attends, Frank. T'as pas 3 employés, là? Non. C'est incroyable ce que tu sais, des fois, des fois, il y en a qui vont voir, toi puis Marc, comme des personnes dures parce que quand vous avez quelque chose en tête, vous savez, puis où est-ce que vous en allez, c'est rough, mais tu sais, ça, là, c'est incroyable, là. Tu sais, Francis, vous avez 150 employés. On va faire 150 employés. Vous aviez plein de chantiers de construction, puis on a fermé les chantiers. Là. Moi, j'ai été impacté. Là. Cette semaine, tu vois tous tes pro-forma crunch. Puis, tu sais, pour rassurer tout le monde dans l'équipe, de garantir des emplois puis des salaires aux gens. Je sais pas si les gens sont conscients à l'interne de tout ça. Parce que, tu sais, il y a peu d'employeurs qui ont fait ça. Il y en a beaucoup qui ont gardé, mais il y a eu énormément de mises à pied. Puis vous autres, vous avez fait ça alors que tout ton modèle d'affaires, là, on faisait une belle boule avec, on mettait ça de côté, puis tu savais que te connaissant, tu avais une bonne idée qu'il fallait que tu recommences tout, là. Puis là, vous aviez plein de chantiers, là, dont le plus gros que vous aviez démarré sur Atwater, où c'est un gros risque financier que vous aviez pris, là, parce que, tu sais, en dehors de... On fait des beaux projets, là. Chaque fois qu'on augmente de capacité, d'emplacement, il y a un risque financier, puis vous avez quand même opté pour ça, là. Tu sais, c'est tout à votre honneur, là, toi puis Marc, qu'est-ce que vous avez fait, là. Mais, tu sais, quand on parle de mission, vision, valeur, souvent, c'est théorique. Quand tu ramènes ça à une raison d'être, qui se résume en une phrase, il faut que tu l'habites. Puis, pour nous, la COVID a amené le meilleur des gens et a amené le pire des gens. Quand tu es en gestion de crise, c'est là que tu définis vraiment qui tu es. Et moi, j'ai vu du monde être congédié dans d'autres entreprises de façon draconienne. Ça n'avait aucun sens. Et j'ai vu d'autres personnes qui ont converti leur usine de fenêtres pour créer des masques à oxygène. J'ai vu des personnes, des entrepreneurs tellement être innovateurs et pendant une crise, virer bout pour bout et de faire un autre produit pour venir en aide à la crise actuelle. On définit vraiment les meilleurs. Et pour nous, c'était l'opportunité de dire à nos employés, on ne fait pas juste écrire une belle phrase dans notre manuel, on ne met pas ça sur les murs pour rien. On va vous prouver que on va au bout de notre pensée puis que cette raison d'être-là nous habite vraiment. Fait que ça, c'est le côté employé. Puis le côté résident, on revient que les personnes étaient isolées, étaient, pour reprendre leurs mots, en prison. Et là, on a créé une chaîne télé. Là, on est en train de faire un podcast, on a fait créer une chaîne télé. Puis la chaîne télé a parti avec un vélo de l'Expo 67, le dernier vestige du vélo 67, qui est la première journée. C'est même pas vrai. Avant, on a fait un Zumba balcon.
quand on le regarde post-pandémie, ça n'a pas sa raison d'être vraiment. Mais quand on le met pleine pandémie, que les gens ne sortent pas, on a pris un de nos employés qui était notre récréologue qui faisait les activités et elle-même, elle s'est habillée en clown. Elle a fait sortir les gens sur leur balcon. Puis elle a fait un Zumba. Les gens bougeaient. Et là, j'étais avec ma directrice qui pleurait. Puis elle disait, elle vient de perdre sa sœur. Elle a le cancer stade 3. Elle a le ci. Puis regarde comment il sourit. Ça a été le déclenchement d'une grande aventure. Et là, beaucoup de personnes ne travaillaient pas. Et on avait Marco Cagliari que lui dit, ben moi, je voulais l'inviter parce que ma thématique que je m'étais mis, je dis, on va faire des soupers le vendredi avec un spectacle, mettons, thématique italienne, spectacle italien, le spaghetti, avec un sommelier qui va expliquer des vins italiens, puis on se fait une belle soirée à tous les semaines, le vendredi. Fait que, appelle Marco, puis là, Marco, il dit, moi, c'est parce que je peux pas te faire un meilleur prix, tous mes contrats ont été cancellés, puis je sais même pas si je vais être capable de garder ma maison. Fait que j'attends une minute, là. Puis là, il venait de sortir la subvention pour employer des gens. Fait que j'ai dit, ça te tente-tu de t'emmener à temps plein sur mon payroll? Il dit, pour faire quoi? J'ai dit, aucune idée. On va faire des spectacles, on va faire de l'entertainment pour nos aînés. Fait que... T'as engagé? J'ai engagé à temps plein. Et là, Emmanuel Auger, Sonia Benezra est arrivée, plein de personnes. Puis au final, on a fait une chaîne télé qu'on avait à l'interne avec la même technologie que le Centre Bell parce que j'avais récupéré des techniciens de RDS. On s'est ramassé avec, je pense, c'est 14 employés à temps plein. Et on a fait du divertissement pour se ramasser aux Gémeaux en nomination dans 2 catégories, dont la catégorie émission de l'année. Yeah. Fait que quand on parle de vraiment habiter notre raison d'être, et aujourd'hui, bon, on n'est pas post-pandémie, on a converti, en fait, on a gardé une partie de l'équipe et on fait du marketing beaucoup plus orienté humain avec nos résidents et tout. Mais pendant cette année-là et une année et demie quasiment qu'on a eu ça, on a notre plateforme avec notre contenu vidéo, puis on a quelque chose comme 130 artistes qui sont venus bénévolement ou certains qui ont eu des cachets minimum. Gino Chilico, qui est un homme formidable, puis il dit, moi, je vais venir, puis le cachet qu'il a demandé, c'était ridicule, parce qu'il dit, je crois en ta cause. On a Jean-Pierre Coallier qui est venu, puis qui dit, ben moi, c'est la meilleure entrevue que j'ai eue de ma vie. Fait qu'on a eu des gens hors du commun. Puis la seule raison pourquoi Sonia Benezra est venue avec nous, avec son émission, Sonia reçoit, c'est pour dire, Francis, un jour te dit, il faut redonner les lettres de noblesse à nos aînés et j'achète ça. Nos aînés n'ont pas leurs lettres de noblesse, donc moi, j'embarque dans ton aventure. Fait qu'on a fait une télévision, on a fait des spectacles, on a eu 130 des personnalités, Guylaine Tremblay et tout, pour divertir nos aînés qui souffraient d'isolement puis que le mental n'allait pas à son meilleur. Fait que des cours de danse, ça a monté, cours de danse en ligne, nutrition, des sommeliers, des spectacles à toutes les semaines, juste pour nos résidents. Puis après ça, les enfants voulaient voir le contenu que leurs parents parlaient. Et là, on l'a mis disponible sur tablette ou YouTube, puis ces choses-là. Hey, je vais aller voir ça. Ah ouais. Hey, c'est... Wow! Hey, Francis, je viens de voir, ça flash, il faut prendre une pause. On fait 2 épisodes, fait que j'ai pas parcouru la moitié des trucs, fait qu'on va le couvrir. Hey, mais c'est tout à votre honneur. Merci. Gars, on prend une petite pause. Je veux juste remercier mon équipe. Tout d'abord, j'aimerais remercier Antonella, Mylène, Diane pour le marketing. Mesdames, merci beaucoup pour tout le support que vous me donnez. J'aimerais remercier Nick, Fred, Pierre pour l'opportunité que vous me donnez de faire le podcast. Merci Nicole, merci le Studio SF pour tout l'accueil à toutes les fois, c'est incroyable.
Francis, merci beaucoup. Le monde, c'est sûr qu'ils vont me demander quand est-ce que le deuxième épisode sort. Fait qu'on prend une petite pause, on remplit ça, puis on poursuit l'entrevue. Pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite du parcours de Francis Charon de EMD Bâtimo. Donc sur ce, bonne semaine.